OK, alors, introduction à la planification de la retraite. C'est pas une planification, c'est pas une introduction qui est très, très large, mais au moins, c'est une introduction qui a le mérite de poser les certaines bases. Alors, commençons. Euh, Premièrement, merci à tous d'être venus vous joindre aujourd'hui. Mon nom est Lawrence Shaw. Je suis conseiller financier depuis 1992-93 dans ce coin-là. Alors, ça explique la perte des cheveux. Mais j'aime dire que j'ai plusieurs années d'expérience et non plusieurs fois un an d'expérience. Alors, c'est ce que j'essaie d'offrir. Maintenant, euh, l'objectif du webinaire, premièrement, on va aborder les bases de la planification du revenu de retraite. On va se poser la question pourquoi est-ce que c'est important et ce serait quoi la meilleure façon de débuter cette planification. Maintenant, pour commencer, le plan, c'est celui-là. Alors, pourquoi c'est important de planifier son revenu de retraite? Quels sont les risques? Quelles sont les sources de revenus de retraite? Et ce serait quoi les premières étapes pour commencer la planification? Et bon, pourquoi est-ce important? Alors, ça dépend un peu de n'importe qui ou de tout le monde, là. Alors, pourquoi c'est important premièrement, les gens ont peur de ne pas avoir assez d'argent. Euh, Rester financièrement indépendant, c'est une excellente raison aussi. Mine de rien, les frais de santé s'en vont en accélération avec les années et l'espérance de vie aussi dure de plus en plus longtemps. Alors, couvrir les frais de soins de santé, euh, maintenir le style de vie. Euh, pour des personnes, ça va être de transmettre un héritage. Et si vous en avez d'autres, la prochaine présentation, je vais ajouter les bonnes idées que j'ai trouvées là-dedans. OK? Maintenant, les risques. Les risques, s'il y a des imprévus dans la vie, perdre un emploi, devenir malade, devenir invalide, perdre un conjoint, ça existe aussi, un cancer, une maladie grave, des difficultés financières suite à, je ne sais pas moi, un parent qui entre en CHSLD et pour une raison X, Y, Z, on doit assumer certains frais. Euh, des fois, on vit plus longtemps et on n'a pas planifié qu'on allait vivre aussi longtemps. D'ailleurs, vous allez le voir un petit peu plus tard. J'ai une petite planification qui l'illustre très, très bien. Euh, il y a des fois, quand on ne planifie pas, souvent, on laisse le gouvernement planifier pour nous. Et bon, les régimes gouvernementaux sont, pour la plupart des gens, nettement insuffisants. Et comme je disais tantôt, si vous avez d'autres bons risques que vous m'avez communiqués dans le sondage, je vais certainement les prendre. Euh, les sources de revenus. Bon. Les sources de revenus, je ne sais pas si quelqu'un a été capable de trouver la réponse parce qu'en temps réel, je ne suis pas capable d'accéder à. Je n'accède pas au. Ah, voilà. J'ai trouvé la place que je cherchais. OK. Alors, il y a les régimes publics. Alors, les régimes publics, c'est les régimes gouvernementaux. La sécurité de la vieillesse du Canada qui est universelle pour tout le monde. Si on a demeuré 10 ans en fait, dans le Canada, dans les 10 dernières années avant de prendre sa retraite. Et il y a la Régie des rentes. La Régie des rentes, c'est ta cotisation. Alors, on le cotise directement sur notre chèque de paye. Certains le savent, ceux qui sont propriétaires d'entreprises savent, ou ceux qui sont travailleurs autonomes savent qu'il y a une partie qui est payée par l'employeur. En fait, l'employeur paye 50 de la portion de la Régie des rentes du Québec. Et bien entendu, il y a les régimes privés, les régimes établis par les employeurs, comme les régimes à prestation déterminée, les RR collectifs, les régimes à cotisation déterminée, les RPDB. Et du côté personnel, qu'on gère personnellement, il y a les REER et les CELI et d'autres investissements qu'on pourrait faire. Je vois les questions dans le chat. C'est bon, sous contrôle. OK, c'est bon. Maintenant, je voulais vous présenter quelques petits exemples chiffrés. Alors, la première étape, c'est d'aller, puis là, je vous invite, là, si vous avez des questions sur l'exemple chiffré,
c'est par le chat que je vais pouvoir les prendre. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple typique, là. J'ai pris un homme et une femme, nés en 1969. Alors, ils ont tous les deux le même âge, 55 ans. Ils sont à Montréal. On parle d'un revenu annuel, le revenu annuel est un peu plus haut, de 85 000 chacun. Et bon, alors ça va comme suit. Au niveau des placements. Alors, ces gens-là, c'est sûr que chaque situation est différente, mais pour ces personnes-là, j'ai instruit 350 000 de REER chacun, avec des cotisations de 500 par mois dans des CELI. Et ça ici, c'est les droits non utilisés des REER. Et là, l'idée, c'est d'aller voir l'analyse de la retraite. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la situation actuelle, on a demandé une retraite à 60 ans. On veut prendre notre retraite plus jeune. Pour certains, ça ne leur dérange pas d'avoir une retraite moins riche ou entre les deux. Un petit clin d'œil. Et là, ici, si je m'en viens ici dans mes sources de revenus, alors, je suis capable de voir qu'à 60 ans, bon, 55, c'est bon, j'ai des revenus. En orange, je vais grossir un petit peu pour les gens comme moi là, qui ont besoin de lunettes. Alors, les premières années, c'est entièrement couvert par le revenu. Et à partir de l'année de la retraite, on a demandé 70 du revenu brut, en fait, du même net, c'est la même chose. Et on voit ici qu'en bleu, c'est couvert par les régimes. En jaune, c'est la Régie des rentes du Québec. Et en orange, c'est une partie de salaire. Et finalement, à partir de 61 ans, alors c'est tous les régimes privés et les régimes d'État. Alors, on peut regarder ici, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Régie des rentes fournit 27 182 et les retraits de REER doivent être à 72 000 pour avoir un total de 99 733. Et les salaires sont indexés à 2,1 %. Alors, ça va comme suit. On est capable de voir que l'essentiel du revenu, ici en orange foncé, ici, c'est la prestation de sécurité de la vieillesse. C'est ce que le Justin Trudeau nous paye. Encore, ici, et on voit que la Régie des rentes continue d'augmenter aussi. Tout augmente. Et puis, dans ce scénario-là, à partir de l'âge de 76 ans, si on a continué à dépenser de cette façon-là, les REER sont épuisés. Et bon, alors le reste de la retraite se fait uniquement avec les régimes d'État. Maintenant, je me suis dit, et puis là, ici, notre système nous dit, bon, on a un déficit de 343 000 à combler. Alors ça va bien. Maintenant, dans cette situation actuelle-là, on avait la sécurité de la vieillesse qui commençait à 65 ans. Alors, on n'a pas le choix, ça commence automatiquement. En fait, on a le choix. On peut la repousser ou la commencer tout de suite. Et on avait la Régie des rentes du Québec qui commençait à 60 ans, dès le début de la retraite. Maintenant, on a demandé à notre système de faire un genre de simulation. Qu'est-ce qui arrive si, plutôt que de prendre ma Régie des rentes du Québec à 60, je la prends à 65? Puis, je prends ma prestation de sécurité de la vieillesse, elle ne change pas, elle reste à 65 ans. Alors ici, nos odds sont les mêmes. La différence, c'est qu'on demande notre Régie des rentes du Québec à 65 ans. Les scénarios de placement sont exactement les mêmes. Et là, ici, on voit notre source de revenus. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, en orange, c'est toujours le salaire. En bleu, c'est les régimes privés. On voit que 61, 62, 63, 64, la totalité des besoins de revenus sont comblés par les REER ou les CELI. Et à partir de 65 ans, bon, on a l'apparition d'une portion plus élevée des régies des rentes. On a l'appréciation de sécurité de la vieillesse qui n'a pas été utilisée. Et on voit ici que, bon, bon an, mal an, on est capable. En fait, même, on a un surplus. La ligne pointillée, c'est la ligne de votre revenu qui aurait été indexé au coût de la vie. On voit aussi que le revenu dépasse la ligne pointillée, ce qui veut dire qu'on a des surplus.
Alors, on a des surplus jusqu'à l'âge de 77 ans, donc un an de plus que dans le scénario précédent. Et à partir de 78 ans, ben là, c'est uniquement les régimes d'État. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher des cotisations annuelles recommandées, là, mais là, l'idée pour aujourd'hui, c'était de regarder ça ici et on va aller voir du côté de l'évolution des placements tantôt. Et parce qu'ici, on est en train de regarder un mythe. Est-ce que ça vaut la peine de prendre notre Rigidérante tout de suite, d'attendre à 65 ans ou d'attendre à 71 ans? Au fond, c'est un petit peu. Et on a poussé aussi, ici, la prestation de sécurité de la vieillesse, on va la prendre à 70 ans, c'est l'âge maximum. Et puis, on a repoussé la Rigidérante du Québec au maximum à 71 ans. Alors là, je vais admettre encore quelqu'un. J'ai une question. Une question qui vient d'arriver. Sébastien, je vais la prendre en différé tout à l'heure. Alors, bon, alors, si je récapitule, retraite à 60 ans toujours, prestation de sécurité de la vieillesse à 70, Rigidérante du Québec à 71. Notre retraite, on la prend toujours à 60 ans. Et ici, si je descends, on voit ici que mon déficit est un peu moins élevé, dans le sens que, et là, si je m'en vais du côté de mes sources de revenus, ah, ben voilà. Alors, les sources de revenus, bon, les 4 premières années, c'est toujours le salaire, REER et salaire. Là, ici, c'est couvert en totalité par les REER jusqu'à l'âge de 69 ans. À 70 ans, c'est la prestation de sécurité de la vieillesse qui embarque. À 71, on a la Rigidérante plus la sécurité de la vieillesse. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Là, il n'y a plus de REER personnel. Alors, la totalité du revenu provient des prestations des régimes d'État. Les prestations des régimes d'État ont été majorées parce on les a retardées dans le temps, mais en même temps, on les a retardées dans le temps, mais on a utilisé nos fonds personnels pour pouvoir permettre au régime d'État de mieux se comporter. Alors, ça va bien de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que ça amène, ça? Alors, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de faire l'évolution des placements. L'évolution des placements, c'est ce qu'on a rentré. Et c'est extrêmement difficile dans des tableaux comme ça de le faire. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai extrait les données et je les ai mis dans deux tableaux Excel. Alors, Excel, voyez-vous, on a nos mêmes clients. Je ne sais pas si tout le monde voit, mais on a nos mêmes clients qui ont tous les deux 55 ans en 2024. Je vais grossir un peu le tableau pour que ce soit plus visible. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais cacher ça, masquer. Bon. Alors, une question qui m'arrive extrêmement souvent, c'est est-ce que ça vaut la peine de prendre ma Rigidérante tout de suite ou je suis mieux de la retarder? La réponse à cette question-là, il y a autant de bonnes réponses que de personnes, mais sur un plan purement mathématique, ce que j'ai fait la somme de la totalité de ce que une personne, en fait, si ces personnes-là commencent à retirer à 60 ans, alors à 60 ans, le cumulatif qu'ils ont retiré, c'est 17, 45, 72, et à 65 ans, ils ont déjà 159 000 de touchés de Rigidérante du Québec. Alors, il ne faut pas oublier que s'ils ont déjà 159 000 de touchés de Rigidérante du Québec, s'il y avait un régime personnel, c'est 159 000 qui n'ont pas sorti de leur régime personnel. Et là, la Rigidérante du Québec est majorée, mais elle ne commence pas au même niveau. Alors, il faut attendre l'âge de 72 ans avant que la Rigidérante du Québec majorée, qu'on a attendu jusqu'à 65 ans pour commencer à la toucher, dépasse finalement la Rigidérante qu'on a commencé à toucher à 60. Et puis là, ben, il y a beaucoup de planifications financières qui se font avec une Rigidérante du Québec à 71 ans. Et là, je me suis posé, on est toujours dans la même logique. Alors, lequel est le plus avantageux? Ici, la Rigidérante du Québec à partir de 71 ans. À partir de l'âge de 79, là, on arrive avec, en fait, de 71 à 79, ça prend 8 ans avant que la Rigidérante du Québec à 71 ans devienne plus rentable que les deux autres solutions. Alors, c'est pas dans nos premières années de retraite, définitivement pas.
Maintenant, c'est une question qui se pose. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je ne veux pas faire ça? Comment est-ce que je me sens à l'aise avec ça? Maintenant, j'ai étendu cette question-là, puis je me suis dit, bon, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir la sécurité de la vieillesse? Vous enlevez ça pour ne pas se mélanger, masquer, enlever celui-là aussi, masquer. Bon. Alors, la sécurité de la vieillesse, si plutôt que de la prendre à 65 ans, je la prends à 71, parce que je ne veux pas payer d'impôts, ou parce que ci, ou parce que ça. Il y a toujours des bonnes raisons pour pas toucher cet argent-là. Puis la publicité est faite en sorte qu'on diffère ce paiement-là rapidement. Mais, mais là, ici, là, dans le fond, il faut attendre l'âge vénérable de 81 ans avant que la Régie des rentes, pas la Régie des rentes, mais la sécurité de la vieillesse soit plus rentable que d'avoir commencé à la toucher à 65 ans. Maintenant, ça aussi, c'est bien beau, mais ça amène une autre question à afficher. Si je permets à l'État de capitaliser plus longtemps les régimes d'État, ben, pour financer ma retraite, je vais devoir utiliser les sommes qui sont dans mon bas de laine à moi. Et là, ben, nos gens, il y avait chacun 350 000 de REER et quelques poussières. Et bon, en fait, 711 654 pour être exact. Alors, ce qu'on fait, c'est que, bon, on s'interroge à savoir, bon, ben, on continue de faire l'évolution des placements. Et là, ici, à 60 ans, on commence à retirer. À 61, alors, comme on a de la Régie des rentes du Québec qui commence à 60 ans, le solde des comptes, on en prend moins. Alors, le solde de mes comptes, REER et autres trucs, est plus élevé parce que ici, je prends la totalité de mes revenus proviennent de mes REER. Et ici, jusqu'à l'âge de 70 ans, tout provient de mes épargnes personnelles. Alors, ici, ce que je me rends compte, c'est qu'en 2042, à l'âge de 73 ans, la Régie des rentes du Québec majorée vient faire en sorte que, bon, ben, j'ai un peu plus de REER à partir de l'âge de 73 ans, 74, 75, 76, et bon, 77, il n'y en a plus. Euh, ben, moi, la question que je me pose, c'est si on a un conjoint, si on a des enfants, si on veut laisser un héritage, laquelle est la meilleure option? En fait, ça reste toujours à la discrétion des gens, mais je pense que c'est une bonne question à se poser en regardant ça comme ça. OK. Alors, là, ici, je vais masquer ça et je vais revenir à ma présentation ici. Euh, Soit dit en passant, avec la présentation qu'on fait aujourd'hui, là, ce système-là est disponible pour chacun de vous. Là. On va faire des scénarios individuels avec vos informations respectives et vos objectifs respectifs. C'est avec ça que ça fonctionne le mieux. OK? Et retour à la petite présentation. Alors, les exemples chiffrés, prendre sa retraite à 60 ans, bon, Régie des rentes du Québec, on commence à 60, 65, 71, prestations, on a vu. Quel est l'impact? On l'a vu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'impact? C'est notre décision personnelle. Euh, j'ai pas mal en avance, je trouve. Est-ce que je vais trop vite? Bon, OK, on continue. Alors maintenant, la première étape. La première étape pour mettre la planification de retraite en place, ben, c'est premièrement faire l'évaluation de la situation actuelle, bilan, budget, la définition des objectifs, l'âge prévu de la retraite ou ce qu'on souhaiterait et le niveau de vie qu'on veut avoir. Et après ça, ben, il faut élaborer le plan et essayer de voir comment on est capable de combler les écarts entre ce qu'on voudrait avoir et ce qu'on va toucher. Alors, grosso modo, moi, mes 4 bonnes raisons à moi pour commencer à débuter le plus rapidement, c'est, bon, ben, maximiser vos économies. Euh, Pourquoi maximiser vos économies? C'est que en placement ou dans la planification de la retraite, le temps, c'est votre meilleur ami. Plus on a de temps pour composer, plus on va avoir un gros magot à la fin.
Bien évidemment, le stress financier, plus on arrive proche d'un échéancier, plus l'échéancier nous paraît gros. Et, euh, et de commencer tôt, ça nous permet de faire des plus petits pas. Maintenant, bon, les avantages fiscaux, on sait que la capitalisation dans les régimes à impôts différés, c'est probablement le meilleur avantage qu'on peut avoir dans les REER et les CELI. Et le CELIAP, là, le nouveau CELIAP, qui peut peut-être être avantageux dans différents scénarios. Et, euh, et la différence, un ami me disait quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé en fait en planification financière, un ami me disait, il dit, Lawrence, la différence entre la vieillesse et l'âge d'or, c'est une question d'argent. Alors, atteindre les objectifs financiers, alors ça permet de mieux atteindre les objectifs financiers. Il n'y a pas d'autres questions qui sont sorties. Conclusion. Alors, c'est déjà la conclusion. Il ne faut pas remettre à demain. Il faut commencer ça aujourd'hui. Et bon, alors, ça termine ma présentation de ce midi. J'ai respecté mon temps. 30 minutes, c'est parfait. Permettre à tout le monde d'aller dîner. Et je vous remercie. Si vous voulez, on peut continuer dans le chat. Moi, je vais réouvrir les microphones. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas. Je suis là encore pour les 15 prochaines minutes. Et voilà. Ah. Laurence, j'ai une question, moi, par rapport au tableau. Là, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Puis en tout cas, pour moi, c'est un profane, c'est pas simple nécessairement à saisir dans la totalité. Puis je me demandais, tu disais qu'il était disponible, ce tableau-là, pour qu'on puisse l'adapter à nous, pour nos conditions à nous. Oui, en fait, Richard, oui, tout à fait. En fait, la planification est disponible pour vous, là. Absolument, oui. Et où est-ce qu'elle est? Euh, Où est-ce qu'on peut le. tu ne l'as pas encore. Tu l'as Non, pas. mais je veux dire, c'est sur ton site ou. Non, en fait, c'est pas encore là parce qu'il faut la starter, la planification. Il faut la commencer. Alors, dans le système informatique qu'on a acquis, on a la possibilité de prendre vos chiffres à vous personnels et de les projeter avec les informations qui sont, en fait, les informations premièrement du régime des rentes du Québec, du régime de la prestation de sécurité de la vieillesse, puis de l'Institut canadien, l'IQPF, l'Institut québécois de la planification financière. OK. Alors, Donc, si je comprends bien, c'est avec toi qu'on pourrait faire oui, ça. oui, 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 OK, oui, c'est oui, oui, parfait. oui. Oui, parce Oui, que oui, c'est plus simple. les chiffres qu'on voit au tableau que j'ai présenté, au tableau Excel, je les ai extraits de ça parce que pour permettre, dans le fond, moi je trouve qu'il y a une opportunité pour les clients. En fait, il faut que les clients sachent. Si tu commences à retirer ta Régie des rentes du Québec plus tard, il faut que tu saches que c'est ton REER qui va payer pour. Et si tu as un conjoint ou une conjointe, ben là, tu veux laisser un héritage, ben l'héritage va y passer un peu. C'est un petit peu ça. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir qu'il y a un coût quand même. Oui, oui. En fait, Ouais. c'est une stratégie. C'est d'avoir la bonne stratégie pour établir Ouais, ben, quand est-ce qu'on prend les revenus des revenus publics et tout ça. oui. Et l'autre chose, c'est que quand on fait une planification financière, disons qu'on établit que à partir de 65 ans, tu vas toucher, je dis n'importe quoi, là, 100 000 par année à vie pour le reste. Tu touches 100 000 par année indexé jusqu'à ton espérance de vie qui est, mettons, 97 ans. Dans la vraie vie, plus mes clients sont âgés, et j'en ai, là, plus mes clients sont âgés, moins ils dépensent. Euh, et ça, c'est une réalité qu'on n'est peut-être pas capable nécessairement de toujours tenir compte dans un logiciel de planification. Hmm. Oui, dans le sens que si on est plus vieux, on voyage moins, on sort moins, mais par contre, Exa on peut être plus malade. Donc, il y a ce facteur-là aussi qui est ouais, important exactement, à considérer. exactement, exactement. Exactement, mais maintenant, s'ils sont plus malades, puis bon, ben c'est peut-être une discussion qui est peut-être plus complexe, là.
Il y a des fois, il y a des gens qui veulent peut-être transférer leurs sous à quelqu'un d'autre pour pas que le gouvernement mette la patte dessus. Là. En tout cas, il y a toutes sortes de discussions là-dessus. Là. Mais et ça a le mérite il faut les faire, ces discussions-là. C'est important de les faire. Oui, puis les prévisions, là, est-ce que tu crois que, parce que nous, moi j'ai des biens là, avec mes amis, là, les biens immobiliers, puis Oui. est-ce qu'on considère ça habituellement ou parce que c'est Dans quand même, on pourrait vendre une maison secondaire. c'est, ça peut faire l'objet d'une planification, effectivement, parce que si tu as des biens immobiliers, tu peux effectivement te servir de tes biens immobiliers, si tu as de l'actif net, là, tu peux effectivement te servir de ton actif net pour générer des revenus. Maintenant, à la base, si on n'a pas désigné dans le logiciel cet actif-là comme étant liquidable, ben, le logiciel, c'est un peu nono, là, ça ne le prendra pas en considération. Oui, mais ce qui est bien peut-être, c'est moi, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est les imprévus, en fait. Hein. C'est si on tombe malade, les soins, si on a des besoins particuliers au niveau de la santé, c'est surtout ça, en fait, hein, l'imprévu. À ce moment-là, d'avoir des biens immobiliers, c'est comme une garantie qu'on peut éventuellement avoir plus d'argent si on vend ces biens-là. C'est dans ce sens-là, peut-être que c'est intéressant dans le cas d'imprévu, sinon ça devient de l'héritage, là. Mais c'est intéressant de savoir qu'on a de l'immobilier. Mais c'est un actif, définitivement que c'est un actif qui est utile. Oui. Ouais. Il n'y a rien de négligeable là-dedans. Hein. Non, c'est ça, il faut voir tous les paramètres. Ce qui est difficile pour moi, en fait, là, c'est de prévoir mes besoins quand je vais être à la retraite. Oui, C'est tellement, effectivement. c'est-tu le même, tu sais, on parle de 70%, tout le monde s'entend sur ce pourcentage-là des Ça, revenus, mais ça c'est une. Là, si tu me permets, je vais la prendre, cette question-là. Le 70%. Le 70%, c'est une règle du pouce. On appelle ça rule of thumb. C'est une règle du pouce. C'est une vulgaire approximation. hmm, La réalité, elle peut être tout à fait différente. Euh, Tu sais, il y a des gens qui arrivent à la retraite, qui ont économisé toute leur vie, et puis le jour 1 du début de la retraite, ils partent, ils s'en vont s'acheter un Winnebago, et puis à 200 000, puis ils filent avec ça pendant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent, ça dure 3 ans, puis c'est fini, là. Il y en a d'autres qui continuent d'économiser. C'est vraiment, 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 vraiment différent, chaque hmm. personne. Ouais. Fait que l'idée, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se faire un budget. C'est très binaire, c'est très de base, mais en même temps, c'est la meilleure façon de le faire. On fait un budget de prévisionnel, un budget de retraite. Et si on s'y tient, on devrait être correct. Au fur et à mesure des années, et puis là, ben, on ajoute les dépenses supplémentaires. Là, si on fait une dépense discrétionnaire de, je sais pas moi, 15 000 pour aller faire une croisière à tous les ans, ben, on met la dépense discrétionnaire et on la met dans le système de projection. Et le Hmm. système de projection, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter les intérêts, il va retirer les retraits, il va calculer l'impôt, puis il va nous permettre d'arriver avec un scénario qui se tient debout. Là. Une dernière question. Dans les tableaux que tu nous as montrés, il y avait un surplus de revenus de l'épargne. Oui, Dans oui, les oui. REER, là, ça dépassait, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, ce surplus-là? Il est réinvesti en REER ou il n'est pas sorti ou. Dans le scénario que j'ai fait, les surplus étaient dépensés. Alors, les clients dépensaient les surplus. OK. On peut organiser le logiciel pour que les surplus soient investis. Mais je te dirais que sincèrement, ça prend quelqu'un d'extrêmement discipliné pour être capable de réinvestir systématiquement ses surplus. Il y Hmm. en a qui sont capables, là, mais ça prend quelqu'un de très discipliné pour faire ça. Oui, surtout à partir du moment où tu es à la retraite, continuer à investir, c'est un peu, ben, c'est pas un non-sens, là, mais mettons que c'est à court terme, on peut dire ça comme ça, hein. À moyen Vincent, terme. je ne veux pas dire que je veux pas dire que c'est à court terme ou moyen terme, là, mais bon, Et on sait chaque, que ça va être moins long. on sait que ça va être moins long, ouais. Puis Euh, aussi c'est tentant, tu sais, tombe 5 000 piastres dans ton compte de banque de surplus, ben, le 5 000,
peut-être quelque chose que tu peux faire avec, là. Il y a peut-être une sortie au restaurant, il y a peut-être un voyage supplémentaire. Parce que tu es à la retraite. Et une Mhm. fois que tu es à la retraite, présentement, les meilleures années, c'est les années qu'on vit présentement. C'est rare les gens qui sont en meilleure santé avec le temps. Mhm. C'est plutôt rare, là. Quand on avance, plutôt, ce qu'on va voir, c'est bon, ben, on va commence à avoir mal ici, on commence à avoir mal là, on a un problème de mobilité, mal à un genou, mal à une hanche. On jouait au golf, malheureusement, les genoux ne suivent plus. C'est pas les genoux, c'est les coudes. Il y a toujours un petit quelque chose Mhm. oui, qui brise. Alors, si on est en santé, c'est une bonne raison de commencer maintenant, là. Oui, oui. Mais il y a une chose, par contre, moi, je travaille moins qu'avant. Je dirais que j'ai la moitié de travail que j'avais avant. C'est comme en semi-retraite, si on veut. Puis je dois dire que mon stress est beaucoup moins élevé. Ça, moi, je travaille autonome surtout, là. Ça fait que c'est sûr que d'avoir la moitié du travail, c'est la moitié du stress, vraiment, là. Donc, je me dis, plus de travail, plus de stress. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais il reste que ça aussi, c'est un signe de santé, le stress. J'ai l'impression que ça va être mieux s'il y a moins de stress. En C'est espérant que clair. le corps suive. Il faut que le corps suive. Ouais, en espérant que le corps suive. Dis-moi, les autres webinaires, là, est-ce qu'ils vont être de cet ordre-là? C'est-à-dire, c'est des rencontres d'une demi-heure ou à peu près? C'est une demi-heure, 45 minutes maximum. Ah, c'est parfait. OK, c'est une demi-heure, Ouais. 45 minutes, mais à chaque. Ça ici, c'était l'introduction. Le prochain, on rentre un peu plus dans l'art. Tu sais, on rentre un peu plus dans le crunchy, là, quelque chose qui. On va ajouter l'impôt, on va ajouter l'optimisation, on va ajouter des thèmes qui sont plus crunchy, effectivement. Oui, oui. Et qui complète, en fait, ce que tu as établi aujourd'hui, là. Oui, Exactement. on Exactement. entre Ça, dans le aujourd'hui, détail. c'était vraiment la base. OK. Ben, je trouve que la formule est bien. En deçà d'une heure, notre mémoire reste active. Pour avoir fait beaucoup de Zoom et puis de Teams là, comme enseignant, c'est incroyable comment après une heure, là, on n'est plus là. Ah, le Parce cerveau que n'existe plus. c'est pas une présence réelle, hein. Donc, on a l'impression des fois de regarder la télé, là, plutôt, puis là, on perd l'écoute. Donc, je trouve que la formule de en dedans d'une heure, là, moins qu'une heure, pour moi, c'est la bonne, en tout cas, je trouve. Excellent, ça. Ben, je suis bien content. Je suis bien content que tu aies apprécié ça. De toute façon, faites-vous-en pas, là, il va y avoir un petit sondage qui va suivre là, dans les bonnes pratiques commerciales. On fait un petit sondage pour savoir si tout le monde est content, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. OK, Eh, ben, je te remercie, Laurence. Ça me fait plaisir, Richard. Bonne fin de journée, là. Toi Est-ce qu'il y aussi. avait, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question pour tout le monde? Oui, Laurence, je pense qu'il y a une question de Sébastien dans le chat. Je ne sais pas si tu peux la voir. Ah, oui, non, je ne la vois pas. Dans le chat, il y a une question en haut. Dans ton exemple, les clients dépensent leur surplus et s'ils respectaient leurs revenus, qu'est-ce qui arriverait? Ah, ben oui, Sébastien. Si les clients réinvestissaient leur surplus, on capitaliserait davantage et on permettrait de maintenir l'argent sur plus longtemps. Oh, je vois que tu es en train de te réactiver. Oui, effectivement, mais souvent, c'est la problématique que je vois, c'est que dans nos projections que le monde nous font, on finit toujours par dépenser au maximum plutôt que de respecter notre budget et puis réinvestir. Puis de l'autre côté aussi, euh, bon, on sait, les QPF, en tout cas, nous met selon notre profil d'investisseur, puis rendu à 65 ans, ils nous mettent ça hyper sécuritaire, puis je suis conscient qu'on a une espérance de vie plus limitée, des besoins tu sais, il faut pas qu'on ait une grosse portion de notre portefeuille qui est à risque, parce qu'il faut qu'on y ait accès sans avoir à subir une perte énorme au moment où on va le sortir, mais on peut-tu se permettre, tu sais, justement, d'avoir peut-être 80% ou 70% de notre portefeuille qui est plus à risque, puis de rouler sur notre 30% qui est plus sécuritaire pour nos besoins quotidiens, puis justement avoir une meilleure profitabilité de ce portefeuille-là pour le faire durer plus longtemps. Ben, la réponse à ta question, Sébastien, c'est en fait, ça dépend. Ça dépend. L'IQPF puis l'Autorité des marchés financiers nous donnent des guidelines, des guides de conduite ou des barèmes qui, théoriquement,
c'est comme des garde-fous, en fait. Et si quelqu'un, parce que tu as une meilleure compréhension du marché, parce que tu es à l'aise, parce que, tu sais, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de prendre un peu plus de risques. C'est pas que tu n'as pas le droit, tu as tout à fait le droit de prendre un peu plus de risques que ce que ton profil d'investisseur pourrait dire, là. Maintenant, il y a une différence entre un risque et, de la spéculation, là. Mhm. Oui, oui, oui. Ben, on ne parle pas non plus de jouer avec notre portefeuille, mais bien de l'investir avec des certains ratios qui nous permettent Ouais. de projeter d'une partie de notre portefeuille avec un rendement peut-être plus conséquent parce qu'il est plus. Ouais. Et je te dirais que pour compléter cette affirmation-là, euh, les maisons, les maisons, les firmes de placement comme les grandes banques ou les firmes de placement qui sont peut-être un peu plus grandes, euh, ont des règles beaucoup plus strictes quant à l'exécution de ces barèmes-là. Parce que pour eux, le risque, ça augmente beaucoup leur risque, en fait, de perdre. Réputationnel. Il y a réputationnel, il y a le risque de poursuite, le risque de poursuite judiciaire et ainsi de suite. Personne ne veut être. En fait, ces grandes institutions-là ils font tellement d'argent avec d'autres choses qu'ils ne veulent pas mettre à risque ce qu'ils font avec ça. Mhm. Vois-tu? Alors, je te dirais que l'avenue d'un conseiller indépendant va faire en sorte que tu vas avoir un accueil plus personnalisé que si tu fais affaire avec une grande firme. Je pense que l'essentiel du message, c'est celui-là. C'est bon. Ben, merci. Mais ça fait plaisir. Fait que là, il est 12h45. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Je ne vois pas de micro s'activer. Merci, Sébastien. Nos petites courses me manquent en passant. Ouais, ça va être un peu plus loin, là. Oh, j'ai quelqu'un qui. OK. Bon, ben, écoute, la présentation est terminée. Je vous remercie à tout le monde. Et puis, ben, comme je disais tantôt, il y a un petit courriel de suivi qui va suivre. Et un gros merci d'avoir été avec moi. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci à toi.